l'arme à feu la visait déjà avant même qu'elle n'ait pu formuler un son. Manon Dubois, assise dans sa berline à l'arrêt, n'avait d'autre occupation que de parcourir un quotidien. Pourtant, le policier posté à sa vitre avait déjà forgé son jugement sur elle. Sa main, posée sur la poignée de son arme, était agitée de tremblements tandis qu'il lui aboyait des ordres. Il ignorait totalement que la femme qu'il s'apprêtait à entraver portait sur elle, dans la poche de sa veste, de quoi pulvériser sa carrière et mettre au jour une corruption longuement dissimulée. Les événements qui suivirent firent perdre à cet homme le contrôle de ses propres membres. Au final, des individus influents, se croyant au-dessus de tout, en seraient réduits à implorer la pitié. Avez-vous déjà assisté à un abus de pouvoir? Partagez votre expérience en commentaire. La lumière dorée du samedi matin inondait l'habitacle de la berline noire stationnée aux abords du café du marché. Manon Dubois occupait le siège du conducteur, la vitre légèrement baissée, feuilletant les pages du journal Le Monde, tandis qu'une tasse de café se refroidissait sur la console centrale. Un trajet de 6 heures l'avait menée jusqu'à Valençol, ce village provençal retiré. Et, pour la première fois en 11 mois, aucune obligation ne l'attendait. Aucun dossier à compulser, aucune surveillance à organiser, aucun témoin à entendre. L'affaire Legrand l'avait vidé de toute son énergie. 14 mois de traque, 3 missions d'infiltration, un procès interminable qui avait couru tout l'hiver. À l'annonce du verdict, sa supérieure, Valérie Girard, l'avait fixé par-delà la table de réunion et avait simplement dit « Fais une pause ». Elle se trouvait donc là, dans le village de son enfance, celui où sa grand-mère l'avait vu grandir, avec l'intention de se recueillir sur sa tombe après un café en solitaire. L'article qu'elle lisait portait sur le contrôle des polices locales par les instances fédérales, un thème professionnellement pertinent mais qui lui semblait bien lointain en cette matinée paisible. La voiture de patrouille surgit dans son rétroviseur, silencieuse, et vint s'immobiliser juste derrière sa berline. Manon la vit instantanément. Ses années de formation avaient aiguisé sa perception périphérique au point de la rendre instinctive. Elle poursuivit sa lecture, mais son esprit enregistrait chaque détail, un unique policier, un véhicule de service réglementaire, une caméra embarquée sur le tableau de bord, en fonction. L'agent resta un instant dans son véhicule, parlant dans sa radio, consultant ce qui semblait être un carnet ou un écran, avant de reporter son attention sur elle. Lorsqu'il descendit enfin, sa main était déjà posée sur l'étui de son arme. Il devait avoir la trentaine, le visage glabre, une posture raide qui trahissait une tension nerveuse plutôt qu'une véritable assurance. Son regard balaya son visage, sa tenue, l'intérieur du véhicule avec une acuité qui sortait du cadre d'une procédure de routine. Il frappa 3 coups secs et rapides sur la vitre. Manon abaissa son journal et actionna le lève-vitre électrique, l'ouvrant à mi-hauteur. Avant qu'elle n'ait pu ouvrir la bouche, proposer ses papiers ou s'enquérir de la situation, il avait sorti son arme de service et la pointait sur elle. L'orifice noir du canon la dévisageait à moins de 50 cm. « Descendez du véhicule », lança-t-il d'une voix étranglée. Immédiatement, les mains bien en vue. Manon ne quitta pas ses yeux. Le café refroidissait, oublié. Le journal gisait sur ses genoux. Au loin, le ronronnement monotone d'une tondeuse à gazon se faisait entendre. Elle avait connu de telles situations, mais de l'autre côté de la barrière, en position d'autorité. Elle savait avec quelle rapidité tout pouvait basculer, en l'espace d'un battement de cœur. Elle savait aussi que la caméra sur son pare-brise immortalisait chaque instant de ce qui serait sa perte. Avec une lenteur calculée, destinée à ne pas alarmer un homme armé et nerveux, Manon déposa le journal sur le siège passager. Elle leva les 2 mains à la hauteur de ses épaules, paumes ouvertes. « Je coopère », déclara-t-elle d'une voix calme. « Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. » Il ne baissa pas son arme. « Dehors, maintenant. » Elle ouvrit la portière, pivota pour sortir ses jambes et se mit debout, les mains toujours levées. Le soleil matinal caressa son visage alors qu'elle se tenait sur ce même trottoir où sa grand-mère lui offrait un chocolat chaud durant les hivers de son enfance. Le policier passa derrière elle, lui ordonnant sèchement de se positionner. Elle obéit sans un mot. Mains sur le capot, jambes écartées. Elle sentit le contact froid du métal contre ses paumes et perçut sa respiration haletante, saccadée, celle d'un homme dont l'adrénaline avait pris le pas sur le jugement. Le cliquetis des menottes se fit entendre, un son sec dans le calme ambiant. De l'autre côté de la rue, une passante promenant son chien s'était immobilisée. Un adolescent à bicyclette avait sorti son smartphone et filmait la scène. Le policier n'y prêta aucune attention.
Vous commettez une grave erreur, affirma Manon. Dans la poche intérieure de ma veste. Prenez-la. Il marqua un temps d'hésitation, puis sa main se glissa dans sa veste. Elle l'entendit retenir son souffle quand il en extirpa l'étui en cuir contenant sa carte professionnelle. L'insigne doré et bleu de la police judiciaire scintilla sous le soleil. À ses côtés, sa carte d'identité présentait sa photographie, son nom et le sigle qui faisait de cet incident une affaire d'envergure fédérale. L'étui lui échappa des doigts et heurta le bitume avec un bruit sec. Manon tourna la tête pour le regarder par-dessus son épaule. Vous venez de pointer votre arme sur un agent fédéral, de me passer les menottes sans aucun motif, sans même vérifier mon identité, sans la moindre justification légale. Votre caméra s'est mise en marche dès que vous êtes sorti. Je l'ai bien vu. Elle fit une pause. Enlevez-moi ces menottes. Et ensuite, vous m'expliquerez pourquoi une femme qui lit son journal représente pour vous une menace létale. Il était livide. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Ses mains tremblaient tandis qu'il cherchait maladroitement la clé. Les menottes s'ouvrirent dans un déclic. Manon se retourna, se massant les poignets, et l'observa, incapable d'articuler un mot. Il semblait soudain bien plus jeune qu'elle ne l'avait d'abord pensé, comme un homme voyant le sol s'effondrer sous lui. Elle se pencha pour ramasser son étui et le glissa dans sa poche. Quelle était la raison de ce contrôle? Il eut du mal à déglutir. Un signalement, un véhicule suspect. Berline noire, immatriculation étrangère, stationné depuis longtemps. Le central a dit que la description correspondait à un véhicule impliqué dans un vol à main armée dans le département voisin. Les mots se bousculaient, dans une tentative désespérée de se justifier. J'ai passé votre plaque au fichier avant de venir. Le système a indiqué une non-concordance. J'ai cru que, il se tut. Manon avait déjà pris son téléphone, notant les informations. Erreur de base de données, plaque mal identifiée, ou plus probablement une saisie erronée de la part de quelqu'un qui savait déjà ce qu'il cherchait. La raison importait peu. La conséquence se tenait devant elle, en uniforme moite. L'enregistrement de votre caméra constitue désormais une pièce à conviction, déclara-t-elle. S'il venait à disparaître, vous seriez accusé d'obstruction à la justice, en plus de violation des droits fondamentaux. Elle vit ces paroles le frapper de plein fouet, le vit mesurer la gravité de la situation. Je vais passer un coup de fil. Restez ici. Ne prévenez pas votre supérieur. Ne touchez pas à votre radio. Il acquiesça, incapable de parler. Manon composa un numéro qu'elle connaissait par cœur, exposant les faits de manière concise et factuelle. Lieu, heure, matricule de l'agent, confirmation de l'enregistrement vidéo. En raccrochant, son regard balaya la petite foule qui s'était formée. 6 ou 7 personnes, peut-être, les téléphones brandis, témoins de l'impuissance d'un homme en uniforme face à une femme dont le seul tort était de lire son journal. Votre supérieur ne va pas tarder, lui dit-elle. Je vous conseille de bien réfléchir à votre version des faits, car la mienne est déjà très claire. Elle regagna sa berline, s'installa au volant et saisit son café désormais tiède. Le journal l'attendait sur le siège passager. Elle en but une gorgée, fit une grimace et reprit sa lecture là où elle l'avait laissée. Derrière elle, l'agent était figé sur place. La caméra embarquée continuait d'enregistrer en silence, et au loin, le son d'une autre voiture de patrouille se rapprochait. La première vague d'un raz-de-marée imminent. Manon Dubois avait 9 ans lorsqu'elle avait compris pour la première fois ce que signifiait être une cible. Elle rentrait de l'école avec son cousin, Enzo Martin. Ils traversaient le parking du Carrefour Market de la rue des Magnolias quand une voiture de police s'était rangée à leur hauteur. Le policier à bord n'était pas descendu. Il était resté là, moteur tournant, son regard les suivant jusqu'à ce qu'ils aient atteint le trottoir opposé. Enzo lui avait serré la main si fort qu'elle en avait eu mal, l'entraînant plus rapidement. Quand elle lui avait demandé pourquoi ce policier les fixait, il était resté silencieux. Les mots étaient superflus. La leçon s'était gravée en elle, indélébile comme une cicatrice. Certains verraient toujours en elle une menace, simplement par sa présence, et ni sa bonne éducation, ni son langage châtié, ni ses vêtements du dimanche ne pourraient changer leur perception préconçue. Cette pensée lui revint alors qu'elle observait dans son rétroviseur une seconde voiture de patrouille rejoindre la première. Le jeune agent qui l'avait menotté se tenait droit comme un i, s'expliquant avec véhémence à un homme plus âgé, une masse imposante aux cheveux grisonnants dont les gestes l'en dénotaient une habitude du commandement. Le chef de la police, sans doute.
Elle ne percevait pas leurs paroles, mais leur langage corporel était éloquent. Le plus jeune gesticulait, pris de panique. L'aîné l'écoutait, bras croisés, son expression passant de l'agacement à une colère sourde à mesure qu'il prenait conscience de la situation. Ni l'un ni l'autre ne regardait dans sa direction. Ils étaient en train de calculer, elle le devinait, d'évaluer les risques, de chercher une issue. Sa grand-mère rêvait pour elle d'une carrière d'enseignante. L'éducation, disait mamie Monique, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais t'enlever. Ni les banquiers, ni les patrons, ni ces hommes en uniforme qui s'arrogent le droit de dicter la loi. Manon y avait cru. Elle avait été une élève brillante, collectionnant les bourses, diplômée d'une grande école de droit à Paris avec un feu intérieur qu'elle ne parvenait pas à nommer. Ce n'est qu'en deuxième année qu'elle comprit la nature de cette flamme. Ce n'était ni de la colère, ni de l'ambition, mais un besoin viscéral de s'infiltrer au cœur du système qu'il avait observé, elle et Enzo, traverser ce parking. Pour en apprendre les codes, en déceler les failles, devenir une force qu'on ne pourrait plus ignorer ou écarter. Elle quitta ses études de droit après un semestre pour intégrer la police. Mamie Monique lui fit la tête pendant 3 mois. Elles finirent par se réconcilier, comme toujours. Sa grand-mère assista à sa cérémonie de sortie de l'École nationale supérieure de la police à Cannes-Écluse, au premier rang, coiffée de son plus beau chapeau. Après, elle lui prit le visage entre ses mains et lui dit « Va changer les choses de l'intérieur, mon enfant, mais ne te laisse pas changer par eux. » C'était il y a 11 ans. Mamie Monique s'était éteinte 4 ans plus tard, inhumée dans le cimetière sur la colline. Manon n'était pas revenue depuis. Le travail servait de prétexte, des dossiers urgents, des enquêtes prioritaires, l'engrenage implacable de l'appareil de la justice fédérale qui broie le deuil et le souvenir. Mais la vérité, plus simple, était plus dure à avouer. Elle avait eu peur de revenir. Peur des souvenirs, peur que ce village ne la ramène à ses 9 ans, à cette fillette qui pressait le pas sur un parking, la main de son cousin lui broyant les doigts. L'officier plus âgé se dirigeait maintenant vers elle, d'un pas assuré, le visage arborant une sollicitude de façade qui ne trompait pas son regard. Manon l'observa dans son rétroviseur, analysant sa posture, la façon dont il ajustait sa ceinture, bombait le torse, composait une expression rassurante. Une comédie qu'elle avait vue 1000 fois, jouée par des hommes persuadés que l'autorité se projetait plutôt qu'elle ne se gagnait. Elle ne bougea pas, ne baissa pas sa vitre. Elle attendit, le laissant venir à elle, laissant le rapport de force s'inverser et trouver son juste équilibre. Il s'arrêta près de sa portière et se pencha, lui adressant un sourire carnassier. « Madame » commença-t-il d'un ton mielleux, la marque d'un homme rompu à l'art de déguiser les ordres en politesse. « Je suis le chef Stéphane Moreau. Je crois comprendre qu'il y a eu un petit malentendu, et je tiens à vous présenter mes excuses pour la gêne occasionnée. » L'adjoint Leclerc est une jeune recrue, plein de bonne volonté, un peu trop peut-être. Il a laissé une fausse information du central obscurcir son jugement. Il s'interrompit, attendant une réaction de sa part, une acceptation de ses excuses, une participation à cette mise en scène de la minimisation. Manon resta silencieuse. Elle le fixa à travers la vitre, laissant le silence s'installer jusqu'à ce que son sourire s'efface. « J'ai déjà parlé à l'adjoint, » reprit-il, une pointe d'irritation perçant dans sa voix. « Je vous garantis que l'affaire sera réglée en interne. Inutile d'en faire toute une histoire. Une simple bévue, vite réparée. » Manon sortit son étui professionnel et le plaqua contre la vitre, l'insigne et la carte bien en évidence. Elle vit le visage du chef passer par la surprise, la reconnaissance, puis une lueur de panique, avant de se figer dans une neutralité forcée. « Chef Moreau, dit-elle, sa voix neutre, sans chaleur, sans concession. Je suis l'agent spécial Manon Dubois. Votre adjoint a sorti son arme sans aucune provocation, m'a menotté sans motif et m'a détenu sans fondement légal. Sa caméra a tout filmé. » Elle abaissa l'étui, sans le ranger. Ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas une simple bévue. Et l'affaire ne sera pas réglée en interne. Le chef Moreau se redressa, son sourire avait disparu, remplacé par une expression vide, celle d'un homme qui réévalue la situation. Il jeta un regard à son adjoint, qui semblait au bord du malaise, puis se retourna vers Manon, son regard devenu calculateur. « Agent spécial Dubois, dit-il, comme pour tester la consistance de ses mots. Je comprends votre point de vue. Sincèrement. Mais je suis sûr qu'en discutant calmement, nous trouverons une solution qui arrange tout le monde. » Il posa une main sur le toit de la voiture,
un geste d'autorité faussement décontracté. Vous êtes en congé, n'est-ce pas? En visite à votre famille. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer de paperasse et d'appels qui gâcheraient votre séjour. Manon ouvrit la portière, l'obligeant à reculer. Elle lui fit face sur le trottoir. Sa petite taille n'avait aucune importance, elle avait appris à occuper l'espace. L'appel dont parlait votre adjoint, lança-t-elle, le signalement du véhicule suspect. Je veux consulter le journal de bord des services d'urgence. Ce n'était pas une requête. La mâchoire de Moreau se contracta. C'est un document interne. Les archives du service ne sont pas accessibles à, elle le coupa net. Aux enquêteurs fédéraux dans le cadre d'une investigation pour violation des droits civils. Elle laissa planer la question. Je les obtiendrai par la voie officielle si vous refusez. Mais je pense qu'il est dans votre intérêt de coopérer. C'est toujours mieux vu dans le rapport final. La foule des curieux avait grossi. Une dizaine de personnes observaient la scène de l'autre côté de la rue, filmant l'échange entre la femme en veste et le chef de la police. Manon enregistra leur présence. Les témoins étaient un avantage. Le chef Moreau les remarqua également. Il balaya la foule du regard, puis la fixa à nouveau, calculant le prix d'une confrontation publique. Discutons en nos postes, proposa-t-il à voix basse. Ce sera plus discret. Plus professionnel. Manon secoua la tête. La discrétion ne m'intéresse pas, chef. Et je doute que nous partagions la même définition du professionnalisme. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. Le chef la regarda faire, le visage fermé, mais ne tenta rien pour l'arrêter. L'appel fut pris à la deuxième sonnerie. C'est Dubois, dit-elle sans préambule. J'ai besoin d'une réquisition de documents en procédure d'urgence. Le journal de bord du commissariat de Valençol, de ce matin 6 heures à maintenant. Ainsi que le dossier administratif de l'adjoint Leclerc, Hugo, matricule 743. Elle écouta un instant, puis ajouta, enquête sur les droits civils. Comportement potentiellement récurrent. Plus de détails d'ici 1 heure. Elle raccrocha et rangea son téléphone. Moreau n'avait pas bougé, mais sa posture avait changé. Une tension dans les épaules, un pli soucieux au coin des yeux. Il commençait à mesurer l'étendue du désastre. Une troisième voiture de patrouille arriva, se garant sans bruit derrière les autres. Une femme en uniforme en descendit, la trentaine, blonde, queue de cheval impeccable. Elle s'approcha d'un pas vif, son regard évaluant rapidement la situation. « Chef, dit-elle. Le central m'envoie. Que se passe-t-il » Moreau désigna vaguement Manon. Un malentendu avec Leclerc. C'est en cours de règlement. Mais le regard de la femme s'était déjà posé sur l'étui que Manon tenait à la main. Elle blêmit. Elle avait compris. Manon vit la reconnaissance dans ses yeux, la prise de conscience brutale de la tournure catastrophique des événements. « Agent » dit Manon en lisant son nom sur son uniforme. « Lambert. Vous travaillez avec l'adjoint Leclerc depuis combien de temps » Camille Lambert ouvrit la bouche, la referma. Elle regarda son chef, qui lui fit un signe de tête presque imperceptible. Un avertissement. Lambert reporta son attention sur Manon. L'espace d'un instant, son visage trahit son conflit intérieur, l'hésitation entre la loyauté et la conscience. 3 ans, répondit-elle enfin d'une voix neutre. Nous faisons équipe depuis 3 ans. Manon hocha la tête, enregistrant l'information. 3 ans. C'était suffisant pour connaître un homme, pour observer des schémas de comportement, pour savoir ce qui était toléré, ce qui était étouffé. Nous aurons l'occasion de reparler, dit Manon. Ce n'était ni une menace, ni une promesse. Juste un fait inéluctable, énoncé avec une certitude tranquille. Camille Lambert ne répondit pas, mais son regard s'attarda sur Manon avant qu'elle ne se détourne. Le chef Moreau s'interposa, reprenant le contrôle d'une situation qui lui échappait. « Je crois que c'est tout pour le moment, dit-il. Vous avez ma carte. Si vous souhaitez déposer une plainte, vous savez où nous trouver. » Manon eut un léger sourire. « Oh, chef Moreau, dit-elle. Je ne dépose pas de plainte. J'ouvre une enquête. Il y a une nuance. Vous la saisirez bientôt. » Elle regagna sa voiture, mit le contact et quitta les lieux sans un regard en arrière. Dans son rétroviseur, elle vit les 3 policiers, groupés,
immobile. Le chef gesticulait, Leclerc avait la tête basse, et Lambert se tenait un peu à l'écart, bras croisés, le regard perdu. Les premières brèches étaient ouvertes. Il lui fallait maintenant en sonder la profondeur. Le gîte du Lavandin était une bâtisse défraîchie à la sortie du village, un vestige des années 70. Manon s'y enregistra sous son vrai nom, la discrétion n'étant plus de mise, et monta son unique bagage jusqu'à la chambre 214. L'endroit était conforme à ses attentes, un lit recouvert d'un couvre-lit à fleurs usées, des meubles en contreplaqué scellés au mur, un climatiseur de fenêtre au bruit de ferraille. Elle posa son sac, ferma les rideaux et s'assit sur le lit pour faire le point. Son téléphone vibra, un message du bureau régional. Le journal de bord était en cours de transfert, le dossier administratif suivrait. Elle alluma son ordinateur, attendant l'email sécurisé. Il lui fallait maintenant aborder la situation avec la froideur d'une enquêtrice, et non avec l'émotion de la victime. Ce qui lui était arrivé n'était pas un cas isolé. Elle connaissait les chiffres, avait lu les rapports, témoigné sur les pratiques discriminatoires dans les petites juridictions. Mais la connaissance intellectuelle et l'expérience personnelle étaient deux choses bien distinctes. Il était crucial de les dissocier pour mener cette enquête à bien. L'email arriva. Elle ouvrit la pièce jointe. Le journal de bord confirma ses soupçons. Aucun appel pour un véhicule suspect. Aucun rapport de vol correspondant. Aucune anomalie liée à son immatriculation. La seule entrée, horodatée 8 minutes avant l'intervention de Leclerc, était une note de sa part signalant une personne suspecte près du café du marché. Il avait lui-même créé le motif de son intervention, a posteriori. Un travail d'amateur, la marque d'un homme qui se sentait protégé. Le dossier administratif de Leclerc, qui arriva 20 minutes plus tard, confirma ce pressentiment. 6 plaintes en 3 ans pour violence ou détention abusive, tout émanant de personnes partageant un profil similaire. Chaque plainte avait été examinée en interne. Chaque enquête avait été classée sans suite. Chaque décision portait la signature du chef Stéphane Moreau. Manon contempla ce schéma sur son écran, et une froide certitude s'empara d'elle. Il ne s'agissait pas d'un policier défaillant, mais d'un système conçu pour en produire et les couvrir. Son téléphone sonna. C'était Valérie Girard. Dubois. J'ai eu ton message, dit Valérie, sa voix chargée de l'attention de quelqu'un qui venait de passer des appels difficiles. Et j'en reçois d'autres depuis 1 heure. La mairie, un député, un membre du cabinet du préfet de région tous suggèrent de régler ça à l'amiable. Manon ferma les yeux. Comment l'ont-ils su si vite ? Valérie eut un rire sec. Petite ville. Le chef Moreau a ses entrées. Ses amis ont des téléphones. Tu me demandes d'abandonner ? Demanda Manon. Il y eut un silence. Quand Valérie reprit la parole, son ton était plus dur. Je te dis que tu as mis les pieds dans un nid de frelons. C'est plus gros qu'un simple flic nerveux. Tu dois mesurer la force de l'opposition avant d'agir. Un autre silence. Cela dit, j'ai vu la vidéo. Elle est en sécurité sur nos serveurs. Et j'ai lu les dossiers que tu as demandés. Manon attendit. 6 plaintes, poursuivit Valérie. Toutes classées. Toutes signées par le même chef qui a tenté d'étouffer l'affaire devant une douzaine de témoins. Si tu veux y aller, je te couvre. Mais ce sera dur, et ce sera public. Manon rouvrit les yeux sur les dossiers affichés à l'écran. 6 plaintes, sinon, 6 personnes à qui on avait refusé justice. Je veux leur parler, dit-elle. À tous les plaignants. Valérie soupira. Je m'en doutais. Je t'envoie leurs coordonnées. Mais Manon, sa voix s'adoucit. Tu es officiellement en congé. C'est ton temps personnel. Personne ne t'en voudra de passer la main. Manon repensa au parking du Carrefour Market, à la main de son cousin dans la sienne, à la voix de sa grand-mère. Ne te laisse pas changer. Je ne passe pas la main, dit-elle. Cette affaire est la mienne. Elle raccrocha et se reconcentra sur son écran. Les noms de 6 inconnus la fixaient. 6 histoires effacées par le même système qui avait tenté de l'effacer elle. Elle ouvrit le premier dossier. Dehors, le soleil déclinait, jetant de longues ombres sur le parking du gîte du Lavandin. Quelque part en ville, le chef Moreau passait aussi des appels, activant ses réseaux, tentant d'endiguer une vague qui avait déjà commencé à déferler.
Les 3 premiers noms sur la liste furent des impasses. Manon passa l'après-midi à téléphoner de sa chambre du gîte, se présentant, expliquant l'objet de son appel, se heurtant au silence. Un homme raccrocha dès qu'elle prononça le nom de la police de Valençol. Une femme l'écouta poliment avant de dire « Je ne peux rien pour vous », d'une voix lasse. Le 3e numéro tomba sur un répondeur anonyme. Elle laissa un message sans grand espoir. Elle comprenait leur méfiance. Ils avaient déjà tenté de se faire entendre, en vain. Pourquoi la croirait-il, elle, un autre agent, une autre promesse de justice? Le 4e nom était celui de Geneviève Duval, 67 ans, institutrice à la retraite. Sa plainte, déposée 18 mois plus tôt, concernait son fils Théo, arrêté pour un feu arrière défectueux et passé à tabac au point de nécessiter une hospitalisation. L'enquête interne avait conclu à une résistance à l'arrestation et à un usage proportionné de la force par l'adjoint Leclerc, le même qui l'avait menacé ce matin. Théo n'avait fait l'objet d'aucune poursuite. Manon composa le numéro, s'attendant à un nouveau refus. Mais après un long silence, une voix de femme dit « C'est vous, n'est-ce pas ? L'agent de la PJ de ce matin. » Les nouvelles circulaient vite. Manon confirma. « Venez chez moi, dit Geneviève. » À 19h. La maison de Geneviève Duval était une charmante petite bâtisse blanche avec un jardin fleuri. Geneviève, une femme grande aux cheveux d'argent et au port altier, l'accueillit et la fit entrer dans un salon orné de photos de famille. Elle lui offrit un thé. « Mon fils boite, dit-elle sans préambule. Ils lui ont abîmé le genou. Une séquelle à vie, d'après les médecins. » Elle but une gorgée de thé. Il rentrait de son travail de nuit. Ils ont prétexté un feu arrière cassé. J'avais vérifié la voiture la veille, tout était en ordre. Il leur fallait un prétexte. Et comme ils n'ont rien trouvé, ils se sont vengés. Sa voix était dénuée de colère, seulement empreinte d'une profonde lassitude. Nous avons porté plainte sur l'insistance de ma sœur. Pour que ça n'arrive pas à d'autres. Mais rien. Ils se sont blanchis eux-mêmes. Manon l'écouta sans l'interrompre. « Avez-vous conservé des documents ?» demanda-t-elle quand Geneviève eut terminé. Geneviève hocha la tête. « J'ai tout gardé. » Elle revint avec un épais dossier. Les rapports médicaux, les photos, notre plainte, leurs lettres de classement. Elle fit une pause. Et autre chose, que je n'ai jamais montré à personne. Manon ouvrit le dossier. Sous les documents officiels, une feuille de papier avec une note manuscrite « Retirez votre plainte, ou votre fils ne sera pas le seul à souffrir. » Elle leva les yeux vers Geneviève. « Dans ma boîte aux lettres, 3 jours après la plainte. » Déposée à la main. Manon photographia la note. « Madame Duval, si je poursuis cette enquête, j'aurai besoin de témoins. Cela impliquera des dépositions, des audiences. Il y aura des pressions, peut-être des menaces. » Geneviève posa sa tasse. « Agent Dubois, j'ai 67 ans. J'ai vu ce village changer, et ne pas changer. J'ai élevé 3 enfants, enseigné à des générations. La pression ne me fait pas peur. » Elle se pencha vers Manon. « Ce qui me fait peur, c'est de mourir en sachant que j'aurais pu agir et que je ne l'ai pas fait. » Son regard était déterminé. « Dites-moi ce que je dois faire. Mais dites-moi d'abord, pouvez-vous gagner ?» Manon songea à la vidéo, au journal de bord falsifié, à la pile de plaintes classées, à l'expression de Camille Lambert. « Je ne peux rien garantir, répondit-elle. Mais cette fois, ils ont commis une erreur. Ils s'en sont pris à quelqu'un qui connaît le système, qui a les moyens de riposter, et qui ne laissera pas cette affaire être étouffée. » Elle referma le dossier. « J'aurai besoin d'autres témoins. De tous ceux qui ont porté plainte, et de ceux qui ont eu trop peur pour le faire. Pouvez-vous m'aider ?» Un sourire fatigué, mais teinté d'espoir, illumina le visage de Geneviève. « Agent Dubois, j'ai enseigné ici pendant 41 ans. Je connais tout le monde. Laissez-moi passer quelques coups de fil. » Le lendemain, Manon avait recueilli le témoignage de 11 personnes. Certains timides, d'autres anonymes, mais tous décrivant un système de terreur et d'impunité. Elle synthétisa ces témoignages dans un rapport préliminaire et l'envoya à Valérie Girard, demandant des renforts. La réponse fut immédiate, 2 agents supplémentaires arriveraient le lendemain. Le soir, elle reçut l'enregistrement de la caméra embarquée.
Elle le visionna 3 fois. La vidéo était accablante. Elle confirmait chaque détail de l'agression, sans la moindre ambiguïté. C'était un aveu filmé. Elle nota l'écart entre l'horodatage de la vidéo et celui du journal de bord. Leclerc avait inventé son prétexte après avoir décidé de l'interpeller. Une manœuvre grossière, qui ne pouvait fonctionner que dans un système complice. À 21h15, son téléphone sonna. Valérie. On a un problème. Moreau a porté plainte contre toi. Il t'accuse d'obstruction, de menace, d'enquête illégale. Un poids s'abattit sur Manon, mais sa voix resta calme. C'est grotesque. J'étais en congé. Je ne me suis identifié qu'une fois menotté. Je sais, soupira Valérie. Mais il a des appuis politiques. Ils veulent étouffer l'affaire. Ils essaient de te faire rappeler et de confier l'enquête aux autorités locales. Manon regarda par la fenêtre. 2 voitures suspectes étaient garées en bas. Quelle est notre parade? On ne les laisse pas dicter le jeu, répondit Valérie. J'ai briefé la direction. On te soutient. Mais il faut aller vite. Formalise tout ce que tu as, dépose ton rapport avant demain matin. Une fois dans le système, ce sera intouchable. Manon hocha la tête. Ce sera fait pour 6 heures. Elle passa les 4 heures suivantes à rédiger son rapport préliminaire. 43 pages détaillant les faits, les preuves, les témoignages. Elle y inclut la note de menace, décrivit les pressions subies par les plaignants, souligna la nature systémique des abus et la complicité des autorités locales. À 2 heures du matin, elle téléchargea le document sur le serveur sécurisé et en informa Valérie. Elle s'adossa à sa chaise, savourant un instant de calme. Elle pensa à Moreau, à Leclerc, et à Camille Lambert, cette femme prise au piège entre sa loyauté et sa conscience. Demain, l'enquête prendrait une autre dimension. Moreau découvrirait que sa contre-attaque n'avait fait qu'attiser le feu. Avant de s'assoupir, elle eut une pensée pour sa grand-mère. Elle se demanda si mamie Monique serait fière d'elle, de l'avoir mené ce combat qui l'attendait depuis son enfance. Le relais des chasseurs était un restaurant routier à quelques kilomètres du village. Manon y attendait Camille Lambert, qu'elle avait convoqué par un simple message, 1 heure, un lieu, et « je vous attendrai ». L'enquête était désormais officielle, retirée à la police locale. Moreau avait pris un avocat, Leclerc était en congé forcé. Mais il lui fallait un témoignage de l'intérieur. À 7h05, un pick-up bleu se gara. Camille Lambert en descendit, l'air hésitant. En civil, elle semblait plus jeune, plus vulnérable. Elle entra et s'assit en face de Manon sans un mot, commandant un thé qu'elle ne toucha pas. Je me disais que ce n'était pas mes oignons, commença-t-elle. La première fois, j'ai cherché des excuses. J'ai cru que ça ne se reproduirait pas. Elle leva les yeux. Mais ça a continué. Et j'ai continué à me taire. J'ai été une lâche pendant 3 ans. Manon la laissa parler. De quoi aviez-vous peur? Lambert eut un rire jaune. De tout perdre. Mon job, ma réputation. Le mur du silence n'est pas une image, ici. Si tu parles, tu es fini. Je me disais qu'il y avait une différence entre être complice et être coupable. Mais il n'y en a aucune. Vous êtes là aujourd'hui, dit Manon. Qu'est-ce qui a changé? J'ai vu la vidéo, répondit Lambert. J'ai vu ce qu'il a fait. Il vous a arrêté pour votre apparence. C'est la seule raison. Et il l'a fait des dizaines de fois. Et à chaque fois, le chef a couvert. Je le savais, et je n'ai rien dit. Manon posa un enregistreur sur la table. Racontez-moi tout. Sans retour en arrière possible. Lambert sortit une clé USB de son sac. J'ai commencé à faire des copies il y a 3 ans. Rapport modifié, plainte disparue, email entre le chef et la mairie. C'était mon assurance vie. Elle poussa la clé vers Manon. 3 ans de preuves. Tout ce qu'ils ont voulu cacher. Manon la prit. Merci. Ne me remerciez pas encore, dit Lambert, les larmes aux yeux. Remerciez-moi quand tout ça aura servi à quelque chose. Manon enclencha l'enregistrement. Commençons. 2 semaines plus tard, à la préfecture régionale de Marseille, l'audience devait avoir lieu. L'affaire avait pris une ampleur considérable.
Manon disposait d'un rapport de 200 pages, de la vidéo, de la clé USB et de 23 témoignages écrits. Le chef Moreau et son avocat étaient présents. Leclerc avait démissionné. Manon présenta les faits, diffusa la vidéo, puis s'adressa au panel. Ce que vous avez vu n'est pas un acte isolé, mais le symptôme d'un système corrompu depuis 6 ans. Elle détailla les 29 plaintes classées, toutes signées par Moreau, présenta les preuves de falsification, les témoignages poignants, la note de menace, les emails prouvant la collusion. L'avocat de Moreau tenta une défense faible, parlant de vendetta personnelle. Manon ne répondit pas. Les preuves suffisaient. Le panel se retira. Dehors, Camille Lambert l'attendait. Elle avait témoigné, la voix tremblante mais ferme, endurant les attaques sans flancher. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « L'audience est finie », répondit Manon. « La suite dépend de leur décision. Mais la vérité est maintenant consignée. Elle ne peut plus être effacée. » 3 heures plus tard, la décision tomba. Mise sous tutelle fédérale du service de police de Valençol. Renvoi du chef Moreau devant la justice pour obstruction, violation des droits civils et conspiration. Poursuite contre Leclerc. Examen individuel de tous les agents impliqués. La structure corrompue s'était effondrée. Dans le couloir, Camille Lambert pleura enfin. Le cimetière était baigné d'une douce lumière matinale. Manon gara sa voiture et resta un instant à contempler ce paysage qu'elle avait fui pendant 4 ans. L'enquête était close. La justice suivait son cours. Il ne lui restait qu'une chose à faire. Elle marcha jusqu'à la tombe de sa grand-mère, un bouquet de lys à la main. Monique Dubois, mère, grand-mère, enseignante bien-aimée. Des mots trop simples pour une femme si grande. Elle s'agenouilla et déposa les fleurs. Le silence n'était troublé que par le chant des oiseaux. Elle avait tant de fois imaginé ce moment, répété les mots qu'elle dirait. Mais maintenant, les mots lui venaient du cœur. « Pardon d'être resté si loin », murmura-t-elle. « J'avais peur. Peur de la douleur de ton absence. Peur de tout ce que je n'ai pas pu te dire. » Elle fit une pause. « Tu m'as dit un jour que pour se battre, il fallait devenir dur. Mais qu'il ne fallait pas laisser la dureté atteindre le cœur. Je me demande si j'ai réussi. » Elle pensa aux 3 dernières semaines. À Geneviève Duval, digne malgré tout. À Camille Lambert, qui avait trouvé le courage de parler. À Moreau, dont la fureur s'était révélée si vaine. À elle-même, cette fillette sur un parking, cette femme qui avait choisi de combattre le système de l'intérieur. « Je ne sais pas si j'ai vraiment changé les choses, » dit-elle. « Il y aura d'autres villages, d'autres abus. Je ne peux pas tout réparer. Mais j'ai réparé celui-ci. Je les ai forcés à rendre des comptes. » Elle caressa la pierre tombale. « J'espère que ça te rend fière. » Elle resta longtemps, puis se releva, les genoux endoloris, une fatigue profonde l'envahissant. Elle retourna au village, non pas pour partir, mais pour retourner sur les lieux, devant le café du marché. Elle se gara à la même place. Le trottoir était calme. La porte du café s'ouvrit. Geneviève Duval s'approcha, 2 tasses à la main. « Je vous ai vu arriver, » dit-elle avec un sourire. « Je me suis dit que vous apprécieriez un café avant la route. » Manon prit la tasse. « Merci. Mon fils a appelé ce matin, » dit Geneviève. Il avait l'air lui-même, pour la première fois depuis longtemps. Il m'a dit de vous remercier. Je crois que vous lui avez rendu quelque chose qu'on lui avait volé. Manon était mal à l'aise. Je n'ai fait que mon travail. Non, insista Geneviève. Vous avez fait bien plus. Ne minimisez pas votre action. C'était extraordinaire. C'était ce que nous attendions tous. Une voiture de patrouille passa. Manon se tendit, puis se détendit en reconnaissant la conductrice. Camille Lambert lui fit un petit signe de la main. Elle était maintenant sergent, chargée de rebâtir la confiance. Ce n'était pas encore la rédemption. Mais c'était un commencement.